Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le président du PDCI-RDA était l'invité de TV5 Monde, nos confrères internationaux, hier soir. Il disait en substance, je pense qu'un geste de générosité permettrait à chacun d'être candidat. Enfin, un décryptage complet dans cette émission et ensuite, nous parlerons de la baisse du coût du carburant à la pompe, 20 francs donc de moins, détail tout à l'heure, justement avec Monsieur Touré Adama. On fera donc un point, président de la coordination des gares routières, pour savoir si cela justement poussera les transporteurs à réduire le prix du transport en Côte d'Ivoire. En seconde partie, réseaux sociaux, attention aux fake news, nous y reviendrons du moins, et puis le point de l'organisation de la CAN U20. Que sait-on au total des raisons du retrait de la Côte d'Ivoire de cette compétition? Merci en tout cas d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Pour cette émission, Élisée Boloube. Élisée, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis sur le plateau, bonsoir chers Ivoiriens et Ivoiriennes, ainsi que tous les amis de la Côte d'Ivoire et tous les Africains à travers le monde. Herman, bonsoir. Herman, bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs chauveau. Narjus Komoé, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Alors le président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, disait, je le cite, « Je pense qu'un geste de générosité permettrait à chacun d'être candidat ». Au travers donc de cette interview, il appelle à une élection inclusive donc en Côte d'Ivoire. Messieurs, nous allons réagir sur l'interview dans le fond et dans la forme. Commençons par vous, Élisée Boloube. Alors, comment est-ce que vous avez senti le président du PDCI dans cette interview? La forme déjà, avant de rentrer dans le fond. Ok, moi déjà dans la forme, j'ai vu un Tidiane Thiam moins incisif que ce qu'on a l'habitude de voir. Quand je dis moins incisif, ça veut dire que dans le choix même des mots, les mots sont beaucoup plus apaisés que ce qu'on a eu l'habitude d'entendre, en tout cas depuis ces quelques mois-là. Et comme je le disais, je pense que peut-être Tidiane Thiam, nous on a dû le dire sur le plateau ici, mais certainement des gens plus proches de lui ont rappelé la nécessité en tout cas de ne pas s'engouffrer dans la voie de l'invective. Et je lui ai dit des propos belliqueux ou des propos un peu difficiles, parce qu'en agissant ainsi, comme je le disais, il s'alignait sur la voie de ce qu'on avait déjà connu. Donc cette histoire de faire la politique autrement devenait finalement un leurre. Je crois que certainement ses conseillers ont dû lui parler. Et il a dû certainement mettre un peu d'eau dans son vin. On a senti vraiment quelqu'un de beaucoup plus apaisé, même dans la posture, dans le ton. C'était moins incisif, comme je le dis, moins vindicatif, comme ce qu'on avait l'habitude de voir. Pour preuve, même les thèmes choisis. Là, je pense que si on remonte à peut-être même 5-6 mois en arrière, ce n'était pas évident d'entendre de la bouche de Tidiane Thiam ces propos qu'on a entendus. Je pense qu'un geste de générosité permettrait à chaque candidat, un geste de générosité du président de la République, du chef de l'État, permettrait à chaque candidat, à chacun d'être candidat. On voit que le ton est beaucoup plus modéré, plus apaisé cette fois-ci. Mais oui, et c'est la posture qu'on lui demande. Faire la politique en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Pourquoi on veut forcément être, je dis, des va-t-en-guerre, des gens qui sont toujours prêts à sortir, je dis, l'épée du fourreau. Là, vous le sentez dans son credo, la politique autrement. Bon, je ne peux pas dire que je le sens totalement, mais je sens une démarcation comparée quand même à ce qu'on a eu l'habitude de voir ces derniers mois. Et c'est ce que je dis, faire la politique, ça va forcément sortir l'épée du fourreau et le brandir et le montrer à tout le monde. On peut faire la politique, comme lui me l'a dit autrement, c'est-à-dire qu'on peut faire la politique avec courtoisie, avec respect, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de considération. Et c'est ce dont les Ivoiriens ont besoin. Tous ceux qui ont chaque fois brandi les muscles, mais qui ont bandé les muscles, qui ont toujours dit qu'on va détruire, on va découdre, on va faire ceci. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat au final? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? À un moment donné, je pense que quand on a un minimum d'intelligence et de réflexion, on s'assoit et puis on pèse à froid la situation et puis on se dit, mais attends, cette manière de fonctionner, elle ne nous a jamais rien apporté. Pourquoi ne pas adopter une posture qui d'ailleurs est beaucoup plus appréciée par la majorité des Ivoiriens, parce que ce que les gens laissent souvent faire croire, cette partie de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, toujours prêts à en découdre, qui sont en train de lancer des invectives, mais ils ne représentent pas la majorité des Ivoiriens. Ils ne représentent pas la majorité. La majorité des Ivoiriens, là, ils sont pour l'apaisement, ils sont pour la calmie, ils sont pour la tranquillité. Et ça, tant qu'un homme politique n'aurait pas compris, il ferait fausse route. Ça, c'est déjà la première chose. Maintenant, dans la forme,
dans le fond, pardon, du discours. Les propos forts, les Oui, mots, voilà. oui, dans les propos. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui actuellement fait l'actualité au PDCI, c'est-à-dire la question judiciaire, puisque demain, il y a une rencontre avec le juge, il y a un procès. Mais c'est bon quand même de réagir sur son point. Il a demandé, le journaliste lui a posé la question, savoir est-ce que le parti, comment est-ce qu'il réagissait justement avec tout ce qui se passait. Il a dit que le parti était apaisé, nonobstant justement les soubresauts actuels. Oui, mais comme je le dis, il vient rejoindre ce que je suis en train de dire dès le départ. C'est-à-dire changer ce fusil d'épaule-là, sortir de la radicalité pour comprendre qu'il faut qu'on aille dans l'apaisement, parce que c'est à ce prix-là qu'on pourra faire avancer le parti. Maintenant, je vais revenir juste sur quelque chose qu'il a eu à dire, qui pour moi quand même est un peu important, sur les questions d'éligibilité, notamment sur la question électorale et tout ça. Moi, je pense que Tidiane Thiam a compris, moi je le dis, qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il était nécessaire en tout cas d'aller à la calmie. Mais ce qui m'intéresse, c'est la question même de la posture. Dans les propos de Tidiane Thiam, il montre et il révèle qu'aujourd'hui, celui qui a la capacité, ça peut plaire aux gens, ça peut ne pas plaire aux gens, c'est une réalité, qui a la capacité aujourd'hui de baisser le front social, de calmer et puis de permettre que tous aillent dans l'ordre. C'est le chef de l'État. Donc ça ne sert à rien d'être vindicatif, ça ne sert à rien de lui lancer des pics, ça ne sert à rien de l'injurier ou bien de sortir, comme je le dis, l'épée du fourreau pour le lui brandir. Ça ne servira absolument à rien. Et je crois que Tidiane Thiam aujourd'hui le dit et il évoque et il montre la piste à plusieurs hommes politiques que ça ne sert à rien de vraiment brandir les muscles. Aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, et surtout avec la philosophie oufouettiste et d'Oufouette-Boigny, c'est vraiment d'aller à l'apaisement, dans le dialogue, la discussion, et puis on finira par trouver une solution. Et je pense que ça, en tout cas, tous les partisans qui jusque-là pensaient qu'il fallait absolument être délétère, être vindicatif, là, ont compris que ce n'est pas la voie. Herman, votre regard, justement, quel est votre postulat? Regardons le fond et la forme de l'interview que le président du PDCI a accordée hier soir à nos confrères de TV5. Bon, déjà, dans la forme, je trouve qu'on a trouvé un Tidiane Thiam bien mis et il a répondu sans faux fuir aux questions. Il a même, Élysée a parlé du ton qui était un ton assez conciliateur. Moi, je reviens essentiellement sur le caractère assez responsable des propos qu'il a tenus. Effectivement, on pouvait ne pas s'attendre à ce qu'il appelle à la magnanimité du président de la République concernant les trois grands absents, enfin les grands absents de la liste électorale. Il a insisté sur cette inclusivité qui est nécessaire, mais qui finalement peut être trouvée dans une solution politique, c'est-à-dire avec le président de la République. Mais moi, je pense qu'au-delà de cela, il se pose comme un rassembleur plus ou moins de cette opposition. Parce que, mine de rien, la plupart des candidats qui sont de l'opposition, enfin les gros bonnets, notamment Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, même s'il n'est pas présent, et Charles Blé Goudé, qui sont quand même de fortes têtes qui sont absentes sur la liste électorale. Si la question n'est pas résolue, le bon bénéfice, ça sera à Tidiane Thiam, si jamais lui, il est retenu pour cette campagne. Aujourd'hui, il comprend ça, qu'il faut aller en manifestant, en exprimant cette solidarité avec les autres acteurs de l'opposition. C'est très, très important à ce niveau-là pour lui. Maintenant, sur le caractère, son ton est plus apaisé aujourd'hui, oui, mais Tidiane Thiam avait donné le ton avec ce ton apaisé, justement. Quand il disait qu'il allait faire la politique autrement, il le disait avec des tons et autres. Certains estimaient qu'il était assez mou, qu'il n'était pas assez coriace, parce que le marigot, comme on dit, politique ivoirien, c'était un grand marécage. Et finalement, il a reçu assez de coups tellement qu'il a dû en donner pour montrer qu'il avait aussi une certaine contenance. Aujourd'hui, il suppose que les questions que les gens développaient sur sa situation, peut-être ça en a calmé. Il revient pour montrer qu'il est rassembleur dans son parti politique et en même temps, il ouvre parce qu'en fait, c'est les Ivoiriens qu'il faut convaincre. Moi, je trouve que dans l'ensemble, son intervention était juste. Où souvent, je me perds un peu avec lui, c'est cette... il a tendance à vouloir parler lorsqu'il parle de lui-même, de son parcours et autres, je trouve quand même... En quoi c'est gênant pour un président de parti politique avec l'expérience qu'il a? Oui, avec l'expérience qu'il a,
c'est mieux souvent de laisser les autres en parler. Quand soi-même on le fait, même quand bien même c'est vrai, ça fait un peu trop de je sais pas comment. Le narcissisme en fait. Un peu de narcissisme. Et je crois que, comme il sait que les Ivoiriens n'ont pas forcément besoin de cela. Les gens lui connaissent, c'est vrai, ce parcours-là, qui les laisse eux-mêmes l'exprimer à ce niveau. Sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'il a eu un ton assez... Très bien. Est revenu même sur les questions de l'humain qu'il voudrait mettre au centre, lui et ses camarades, au centre de leur projet. Il a parlé de l'espérance de vie qui était une question préoccupante pour lui. Et il a même sorti cet pan de son programme de société, sur leur projet de société, qui serait en train de confectionner avec 400 cadres qu'il estime assez talentueux, assez pertinents dans son camp. Donc, dans l'ensemble, il a pu en peu de temps donner des grandes lignes de son action gouvernementale. Merci beaucoup, Herman, pour votre point. Marius Comoé, votre regard, justement, commentaire et analyse. Et aussi, donc, vous regardez le fond, la forme. Et j'aimerais avoir votre regard sur le postulat qu'il a vis-à-vis de cette aventure juridique avec la plainte de Mme Valérie Yapo, qui est toujours pendante en justice. Le fait qu'il montre de la sérénité, il dit qu'il n'est pas du tout inquiet. Quels sont vos commentaires à ce sujet, Marius Comoé? Mais c'est un chef de parti. Et donc, face à une militante, fut-elle cadre du parti, il n'en demeure pas moins que le président du parti devrait ou se doit d'être stoïque face à toute épreuve. Cette situation, j'allais dire, cette action entreprise par Mme Valérie Yapo dans la perspective justement de retrouver elle-même ses droits au sein de son appareil politique qui n'est autre que le PDCI. Et voilà, est un dossier pour moi qui devrait être en principe clos dès lors que l'objet de sa plainte portait justement sur sa réintégration dans ses fonctions et au sein, non, même pas que dans ses fonctions, mais au sein de l'appareil politique qui est celui du PDCI-RDA. Et donc pour nous, comme l'a dit le président et certains cadres du parti, le fait même que le président... Pardon ? Le président Tidiane Thiam et certains cadres du PDCI, le fait même que le président Tidiane Thiam ait levé toutes les sanctions qui étaient opposables et opposées à des cadres du parti devraient donc ramener les uns et les autres à la table de discussion et donc reprendre leur place au sein du parti. Mais je laisse la main ou la latitude à Mme Valérie Yapo d'apprécier les initiatives prises par son président, le président de son parti, et de pouvoir naturellement, si elle le désire, continuer à rester en justice pour le surplus. Le surplus, c'est que la justice se penche sur l'élection de son président. Et bon, pour le reste, je pense qu'aujourd'hui, le PDCI, je l'ai toujours dit, le PDCI a besoin d'unité. Le PDCI a besoin de cohésion. Le PDCI a besoin de se resserrer les rangs pour aller à la conquête donc, de la dame Côte d'Ivoire. Si d'ordinaire, ce parti envisage gouverner le pays. Il n'y a que par cette voie, et exclusivement par cette voie, que le PDCI pourra prétendre un jour prendre les destinées de ce pays entre les mains et gouverner le pays. Auquel cas, avec des problèmes internes, des problèmes de leadership, des problèmes de personnes, eh bien nous sommes totalement sûr que le parti ne pourra pas atteindre cet objectif. Au-delà de cet aspect des choses, j'ai apprécié également un certain nombre de réactions du président relativement donc à la participation de tous les acteurs politiques au jeu. Au jeu politique, je veux dire à l'élection de 2025. Il en a appelé à la magnanimité, c'est ce que j'ai toujours fait ici, appelé à la magnanimité du président de la République. J'en ai appelé au sens de responsabilité du président de la République. Et on le sait totalement responsable. Mais on en a appelé surtout au sens de pardon avéré du président de la République. Parce que lui-même a été bénéficiaire des mêmes faits. Il a bénéficié du pardon, il a bénéficié de la magnanimité du président Laurent Gbagbo en 2005. C'est un fait. On relate l'histoire. Et c'est à Pretoria, devant Thabo Mbeki,
qui a véritablement pesé de son poids pour que le président Ouattara, dont la candidature avait été longuement et de tout temps refusée, soit sur la liste électorale. C'est ce qui lui a permis d'être président. Aujourd'hui, c'est M. Laurent Gbagbo qui a été condamné à tort. Nous, on le dit à tort, parce que les éléments intellectuellement parlant, juridiquement parlant, ne pouvaient en tout cas amener la justice ivoirienne à condamner Laurent Gbagbo. Cela a été fait. L'auteur principal du braquage a été amnistié. Lui, tous les autres co-auteurs ont été amnistiés, sauf lui. De surcroît, l'État de Côte d'Ivoire savait où il se trouvait. L'État de Côte d'Ivoire, à travers sa justice, dit qu'elle ne savait pas où se trouvait Laurent Gbagbo. Donc tous ces éléments nous amènent à dire qu'il faut inscrire M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. J'étais sur ce plateau, j'ai été le premier Ivoirien à dire qu'il est éligible, qu'il fallait mettre son nom sur la liste électorale. Et donc, quand on vient aujourd'hui nous rappeler comme si on n'avait pas posé d'acte allant dans ce sens, c'est comme si nous sommes sur le plateau et ce qu'on dit n'est pas entendu. Cela dit, donc, je ne vais pas plus loin. Il faut que nous ayons à cette élection en paix et totalement soudés autour de la mère patrie qu'est la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Marius Komoué. Daouda Coulibaly, alors votre regard justement sur cette interview, et puis on va terminer avec vous sur le point CAP, parce que la question lui a été posée, est-ce qu'il prévoit au niveau de la CAP, est-ce là, la CAP, une candidature unique? Il l'a dit, ce n'était pas un mouvement politique, en tout cas, ce n'était pas à l'agenda. Voilà, c'est une organisation politique, ce n'était pas encore à l'agenda, ou en tout cas, ce n'était pas à l'agenda. Votre réaction là-dessus, mais allez-y sur votre point, Daouda. Ok, effectivement, avant de commencer à répondre à votre point, je vais revenir sur la forme comme dans le fond. J'ai écouté Tidiane Thiam hier, comme tout le monde. J'ai vu qu'en moins d'une semaine, le ton a véritablement changé. Le ton incisif a fait place à un ton plus conciliant. C'était bien. Mais le point que j'aimerais porter, il y a 3 petits points. Allez-y. Le premier point, c'est un point média. Quand j'ai écouté M. Tidiane Thiam hier, je me suis posé la question, à qui parle Tidiane Thiam? À qui il parle véritablement? Pourquoi? Je le dis parce que j'ai toujours eu cette phobie-là de ces hommes qui veulent nous diriger, mais qui chaque fois veulent nous diriger à travers d'autres médias. C'est-à-dire? Nous sommes dans des médias en Côte d'Ivoire ici. Mais tu veux parler aux Ivoiriens, tu veux diriger des Ivoiriens, mais en moins d'une semaine, pas de moins de 10 jours, tu te retrouves sur 2 médias français. Je pense que M. Tidiane Thiam a été libéré de son allégeance à la nationalité française. Aujourd'hui, il est exclusivement ivoirien, il veut diriger des Ivoiriens. Je pense que M. Tidiane Thiam, par respect pour les Ivoiriens, lorsqu'il veut parler des problèmes des Ivoiriens, qu'il le fasse dans des médias ivoiriens. Est-ce qu'on sait s'il a été invité ou pas? Est-ce qu'on a ce point? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas une question de est-ce qu'il a été invité ou pas invité ou pas. Combien de fois avons-nous lancé des invitations? Tout à fait. Quand ils vont à TV5 Monde, tout le monde sait comment ça se passe pour arriver à TV5, à France 24 et autres. C'est du lobbying pour y participer, parce que c'est le média du Quai d'Orsay. Donc ne nous voilons pas la face dessus, allons-y direct, allons-y franco sur le sujet. Et le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères français. Voilà. Moi, j'ai toujours eu un problème avec ça, que ce soit avec Laurent Gbagbo, que ce soit avec Alassane Ouattara, et aujourd'hui, c'est lui. Je ne suis contre ça, et j'ai été toujours contre ça. S'ils veulent régler nos problèmes, qu'ils règlent nos problèmes directement avec nos médias. Nous avons une chaîne de service public qui existe. Il y a Live TV qui existe, il y a NCI qui existe, il y a Reflect TV qui existe, il y a 7 Infos qui existe, qui nous parlent à travers ces médias-là. Ça, c'est très important. Il était important de le dire. Parce que quand Tidiane Thiam se promène de médias français en médias français, finalement, on a comme l'impression que finalement, il partait pleurer dans la cour d'Emmanuel Macron pour que... Non, c'est ce que je pense. Et je dis mon ressenti sur la question. Bien sûr. Voilà. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, aller à la France, parler, parce que finalement, cette interview n'était pas adressée aux Ivoiriens, elle était adressée aux Français, elle était adressée aux Occidentaux. Elle n'est pas adressée aux Ivoiriens, je le dis clairement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point du CV de... Chaque fois, à chaque interview de Tidiane Thiam, cette propension a toujours dit « j'ai été le premier de ma classe, j'ai été le premier de ma génération, j'ai été le premier de ceci ». Christelle, en quoi c'est gênant? On n'est pas à la recherche d'un chef de classe. C'est-à-dire? On n'est pas à la recherche d'un chef de classe en Côte d'Ivoire, on est à la recherche d'un chef d'État, on est à la recherche d'un président de la République. Donc, tout à l'heure, Herman parlait de narcissisme. J'ai fait ça, je suis ci, j'ai fait ça, j'ai été le premier à qui a fait ci, j'ai été le premier à faire ça. Franchement, le jeu est un pronom détestable
qu'il laisse les autres parler de lui. Parce qu'à la vérité, pourquoi est-ce que je dis cela? Quand tu estimes que tu as été premier en ceci, mais Saliou Touré, le professeur Saliou Touré, meilleur mathématicien, il a fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Il a construit l'université, comment on appelle ça, de Grand Bassam. Des cas prennent des enfants pour faire. Mais lui, Tidiane Thiam, premier de sa génération, premier en tout et n'importe quoi. Finalement, qu'a-t-il fait? Non, c'est qu'a-t-il fait réellement, sérieusement, pour les Ivoiriens avec son titre de premier? C'est pourquoi je dis, on n'est pas à la recherche d'un chef de classe, on est à la recherche d'un leader charismatique capable de porter les ambitions des Ivoiriens de façon claire. Et troisième point, c'est à ce niveau-là que j'arrive, l'heure est au bilan. Ce qu'on attend véritablement de M. Tidiane Thiam, c'est qu'a-t-il fait pour les Ivoiriens et que compte-t-il faire réellement pour les Ivoiriens? Parce que quand on a été ministre du plan, super ministre du plan de Henri Konan Bédié, le problème aujourd'hui, c'est de venir dire aux Ivoiriens, quand j'étais ministre du plan, j'étais au PDCI, j'ai fait ci. Le PDCI n'est pas un parti nouveau. Hein. Ce qui est dommage en Côte d'Ivoire, et les gens veulent l'occulter. Tous les partis politiques significatifs de la Côte d'Ivoire ont dirigé ce pays-là. Donc, il ne faut pas faire croire qu'il y a comme une forme de nouvelle personne qui n'est pas, comment on appelle ça, qui n'a pas été partie prenante de tout ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Si, il était partie prenante. Donc, je vais dire aujourd'hui, il faut aller bilan contre bilan. Ou bien bilan contre projet. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça mon point. Maintenant, le dernier point sur la CAP. Moi, je pense, de mon point de vue, que candidature unique ou pas candidature unique, lui-même, il a répondu. Je pense que Herman avait signé en son temps, même s'il est sorti de la CAP aujourd'hui, en son temps, c'est un mouvement non idéologique. Donc, forcément, leur point de mise, c'est de faire en sorte que les conditions d'une élection libre et transparente puissent se mettre ensemble. C'est bien ça? C'est très bien ça. Voilà. Donc, je ne pense pas que l'idée, c'est d'aller choisir un candidat unique pour les élections. Je ne sais, voilà. Maintenant, si ça se fait, ce n'est pas mauvais aussi. Maintenant, mon point d'intervention. Alors, nous sommes en train de préparer une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il faudrait bien que les Ivoiriens puissent savoir à qui ils voudraient ou à qui pourrait diriger donc aux destinées de ce pays-là. Est-ce que ce n'est pas justement ce point-là qui pousse le président du PDCRDA à parler de son pédigré, à dire ce qu'il a fait, à dire ce qu'il pourrait faire? Ou est-ce qu'on le voit toujours sur le pan du narcissisme? Parce qu'on prépare une élection. Excuse-moi, mais en Afrique du Sud, on a eu un président qui n'est pas allé longuement à l'école. Je pense que Lula aussi n'est pas aussi allé très loin à l'école. Donc, à la vérité, pour diriger un pays, on n'a pas besoin de savoir que tu as été premier de ta classe du CP1 jusqu'en terminale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et vous vous rappelez, Laurent Gbagbo avait dit à la convention du PPACI, il dit pour diriger un pays, on n'a pas besoin d'un banquier pour faire ci ou ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a besoin d'un leader qui peut coordonner les actions. Le président du PPACI qui disait ça. Donc, à la réalité, aujourd'hui, dans chaque prise de parole, non, je suis premier. Je suis ceci. Mais les gens brillants, excuse-moi, en Côte d'Ivoire, il y en a. Thierry Tano, c'est un homme brillant. Monsieur Jean-Louis Bion, c'est un homme brillant. Monsieur, comment ça, Saliou Touré, c'est un homme brillant. Mamadou Koulibaly, qui est ancien président de l'Assemblée, c'est un homme brillant. Donc franchement, plusieurs membres du gouvernement. Plusieurs membres du gouvernement aujourd'hui sont des hommes brillants. Au PDCI. Abdraman. Oui, Abdraman Cissé. Mais dernièrement, il n'est plus du gouvernement, mais pas dans le centenaire. Vous l'avez dit Patrick Hachi aussi, non? Oui, bien sûr. Dans le centenaire de Polytechnique, ça foutait tourner en 12 mètres carrés. Parce qu'il a été major de sa promotion. À un moment donné, il faut que Tidiane Thiam arrête. On n'a pas besoin, je le dis encore, on n'a pas besoin d'un chef de classe, on a besoin d'un chef d'État, on a besoin d'un leader. Si c'est chef de classe, vraiment, on va trouver une école où il va aller chef de classe, mais pas... Non, on va pas faire cette je le dis clairement. Oui, très bien, vous comprenez. Franchement. Très bien, Daouda. Mais on ne va pas faire cette métaphore-là. Mais en même temps, Herman, vous avez un point sur... une partie de l'intervention dont vous n'avez pas parlé, allez-y. Oui, en même temps, je pense que l'aspect où il parle de lui, c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient redondant, c'est narcissique, mais il n'est pas le premier à le faire. Dans ce pays, on sait qu'on est habitué à des hommes politiques qui, souvent, ont tendance à donner beaucoup sur leur CV, surtout lorsqu'ils ont des expériences au niveau international. Ça, peut-être que, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font leur CV, peut-être qu'on leur dit que c'est important que les gens le sachent. Mais je veux dire que c'est pas aussi grave. Aujourd'hui, on s'attendait à ce que Tidiane Thiam, quand il parle contre projet, Tidiane Thiam a évoqué les points essentiels, mettre l'humain au centre de leur projet. Il a parlé des 8 points qu'ils sont en train d'élaborer. Il y a 400, j'espère. Je pense qu'on peut
s'imaginer que c'est vrai que certains sont au pouvoir, sont en train de gérer le pouvoir, donc ils ont leur bilan pour eux, mais je crois bien qu'en face, en Côte d'Ivoire, ici, on a été habitué que tous les staffs de campagne sortent des projets de société, même les acteurs de l'opposition qui sont là. Je crois que nous-mêmes, petit mouvement écologiste, on a des projets de société. Et là-dessus, on compte peut-être faire paraffer une charte verte à tous les candidats. Oui, ça se peut. Souvent, mon ami, mon grand frère, Moïse Komoué, ici, se permet de parler de son truc. Il veut dire que c'est de bonne guerre. Toujours est-il que, comme on le souhaite ici, c'est que les acteurs politiques, les différents candidats puissent aller avec un ton apaisé et finalement qu'on se concentre sur ce qui est essentiel. Qu'est-ce qu'il compte proposer aux Ivoiriens? Il a dit quelques mots, mais il faudrait que tous les acteurs politiques, même les lieutenants, puissent se mettre dans cette moule-là et pour qu'on puisse se fixer cela. La question que tu posais à Daouda, c'était la question sur la CAP. Sur la CAP, la coalition. La candidature unique. Ici, vous m'avez reçu lorsqu'on se rétractait. La CAP, ce n'est rien qu'une coalition non idéologique pour travailler à aller à un processus électoral transparent, équitable et juste pour tous les candidats et tous les acteurs politiques. Aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a quand même des questions qui se posent. On a parlé de cela ici. Mais après, les analyses qui sont faites aussi, ici et là par les différents les différents partis politiques et les experts dans ces partis politiques, notamment de l'opposition. Je m'en tiens au travail de CEF, de Maître Abiba Touré, de PPACI et au travail de Apollos Dante, qui est un actuel que tout le monde sait, qui est expert en traitement de données. Il y a quand même des questions qui sont préoccupantes. Et je pense que ces questions-là, on doit pouvoir les regarder pendant que le contentieux est en train de se dérouler, qu'on doit les regarder. Il ne faudrait pas que la CEI voie ces travaux qui ont été faits sur la liste électorale par ces différents acteurs politiques de l'opposition, les différents partis de l'opposition. Oui, mais j'en viens. Tout à l'heure, vous avez parlé de... Là, je pense qu'on saute le point, mais on va... Voilà. Ah ben, mais terminer. Ouais, donc, je veux dire que voici les questions essentielles qui intéressent les Ivoiriens. Et il faudrait qu'on accompagne nos leaders politiques lorsqu'ils tiennent compte, ils donnent un ton apaisé. Il ne faudrait pas qu'on voie qu'est-ce qu'ils ont dit hier qui était mauvais, pourquoi est-ce qu'ils sont aujourd'hui qui changent et qu'on puisse aller sereinement en 2025, en octobre 2025. Alors, Daouda, permettez, écoutez, messieurs, avec la sortie de Thiam que vous jugez être apaisée, à quelques mois de cette élection, est-ce que vous pensez que cette sortie-là pourra favoriser une atmosphère assez paisible pour que les Ivoiriens aillent sans crainte et sans peur à octobre 2025? Sans redouter, j'aimerais avoir Élisée à votre côté. Non, Christelle, il ne faut pas qu'on se voile la face. Une seule sortie ne peut pas elle seule résoudre. L'hirondelle ne fait pas le printemps. Donc voilà, c'est une seule sortie. Il est positionné comme un peu le leader. Voilà, non, mais une seule sortie, cette sortie elle seule ne veut pas suffire pour calmer les ardeurs, surtout les velléités qu'on voit sur les réseaux sociaux et dans les discours de certaines personnes. Je ne pense pas qu'un seul discours puisse apaiser toutes ces velléités-là. Mais surtout, c'est d'encourager les acteurs politiques à aller dans ce sens, quel que soit le camp dans lequel ils sont, d'aller dans le sens. Moi, j'ai dit, et je le répète sur ce plateau, j'ai l'habitude de dire, les politiciens doivent comprendre qu'ils n'ont pas plus de droits que les citoyens. Ils ont aussi des devoirs. Leur devoir, là, c'est de contribuer à l'apaisement et à la tranquillité du pays. Ce n'est pas aux citoyens de se battre à longueur de journée pour que ce pays-là soit sur ses quatre pattes. Eux, hommes politiques, là, ils ont leur responsabilité. Et leur responsabilité, c'est de faire en sorte que le pays soit apaisé. Ça, il faut qu'ils le comprennent. Et il faut qu'on leur répète chaque jour. Il faut que les citoyens leur répètent. Même leurs militants doivent leur dire ça. Quand ils commencent à tenir des discours qui sont de nature à créer des tensions, il faut que leurs militants là, leur disent « Mon frère, ça, là, on a expérimenté ça, on sait ce que ça nous a donné. Si tu ne peux rien nous proposer d'autre, il faut nous laisser tranquilles. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut... Parce que, je dis et je le répète, les hommes politiques, les acteurs politiques, quel que soit ce qu'on peut penser d'eux, quelle que soit la compétence qu'ils peuvent avoir, ils sont des personnes qui vont passer. Mais ce pays-là va rester. Donc, c'est pas pour, il faut qu'eux aussi contribuent quand même à la quiétude de ce pays. Donc, je crois que ces gens de discours-là doivent continuer, doivent se répéter. Dans tous les camps, on doit aller à l'apaisement, à la tranquillité. Même quand on n'est pas d'accord avec une situation, mais il y a une manière de l'exposer. Voilà. Aujourd'hui, vous avez vu cette montée, cette propension des invectives sur la toile.
cette proportion, même des appels au meurtre et autres, tout ça qu'on voit sur la toile et autres, tout ça. Mais remarquez à quel moment on a commencé à monter cette tension-là. On a constaté cette montée-là dès l'instant que les politiciens ont commencé à adoucir le ton. Dès l'instant qu'ils ont commencé à tenir des propos exécrables. Je dis bien exécrables, je pèse mes mots. Très bien, ils ont commencé à tenir des propos exécrables. On a vu ce que ça a produit dans l'opinion. Les uns et les autres ont commencé maintenant à donner des mots, des menaces de mort, des appels au meurtre et autres, tout ça. Donc il faut que ça s'arrête à un moment donné. Donc ils n'ont pas plus de droits que les citoyens. Ils ont même plus de devoirs que les citoyens. C'est de faire en sorte que notre pays soit un pays apaisé. Très bien, alors on va donc terminer, messieurs, avec votre permission sur ce sujet, en espérant demain, on regardera aussi ce qui va se passer avec le procès donc, qui tient toujours avec Mme Valérie Yapo. On verra un peu les conclusions de ce que les juges vont dire. Messieurs, parlons sport. Alors, il y a quelques mois, à un mois, jour pour jour, du coup d'envoi prévu pour la compétition, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire a annoncé qu'elle renonçait à organiser la prochaine CAN des moins de 20 ans. Mais en même temps, je me permets de faire une parenthèse pour revenir au sujet PDC-RDA. C'est avec grand plaisir, en tout cas, que nous invitons le président du PDCI, Tidiane Thiam, à venir sur ce plateau à l'effet qu'il puisse éclairer nos lanternes sur tous les sujets qui pourraient peut-être peser à dissension, éclairer la lanterne des Ivoiriens et rassurer ses militants. Alors, je disais donc qu'à un mois, jour pour jour, du coup d'envoi prévu pour la compétition des U23, la Côte d'Ivoire a annoncé qu'elle renonçait à organiser cette compétition qui aujourd'hui part à l'Égypte. Messieurs, réaction, Herman Aboua. Ouais, mais moi je pense, si tout le monde, je crois que les pays, généralement les pays sont heureux de recevoir un événement de taille. Si aujourd'hui on a pu l'obtenir et qu'on refuse, on ne veut plus le faire, moi je pense qu'au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, questions sécurité et autres, je pense qu'il y a un véritable challenge en termes financiers. Voilà, donc moi je pense qu'on ne va pas venir reprendre ici. On sait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a lancé des eurobonds pour chercher de l'argent, on cherche un peu de l'argent pour régler des questions urgentes. Je ne crois pas qu'à ce qu'on a fait, le gouffre financier qu'on a eu au niveau de la CAN 2023, qu'on soit prêt encore à faire la même chose. C'est vrai qu'on venait bien s'amuser, mais de temps à temps, il y a des questions sérieuses. Et je pense que pendant que... C'est les U20 déjà, mais est-ce qu'on a eu un gouffre financier au niveau de... Donc quand je dis gouffre financier, je parle de... Ça dépend de comment est-ce que vous qualifiez cela. C'est tout ce qu'on a mis dans la CAN 2023, même si elle était très belle, on sait qu'on connaît la note. La note n'était pas une note, elle était très salée. Donc je veux dire, peut-être qu'on ne veut pas prendre ce risque-là encore de prendre deux grands événements qui sont assez budgétivores et puis que ça soit des événements sportifs. Et ça, c'est très responsable de la part du gouvernement parce que quand il y a des urgences, il faut se parer au plus pressé. Très bien. Marius Komoé, on a vu le président de la Fédération ivoirienne de football qui a produit, la FIF qui a produit un communiqué à l'effet d'informer les sportifs et toute la population ivoirienne. Votre regard justement sur cette rétraction de la Côte d'Ivoire? Bon, rétraction justifiée. On connaît aujourd'hui la situation dans le golfe Persique, mais également dans le golfe de Guinée. On connaît les réalités parce que quand même nous sommes des analystes et donc nous suivons l'actualité. Nous sommes aux côtés, sinon dans la richesse de l'information, aux côtés donc, des pouvoirs publics, mais des organisations internationales. Et les informations au niveau donc, de l'Afrique de l'Ouest ne devraient pouvoir laisser un gouvernement aussi sérieux comme le nôtre de se lancer dans une telle aventure quand on sait les risques que cela pourrait naturellement engendrer en termes donc, de pénétration, vous savez bien, de djihadisme et des informations qui parviennent à nos autorités. La CAN, Herman avait totalement raison quand il évoquait la question financière, parce que la CAN nous a beaucoup coûté en termes d'organisation, mais surtout de sécurisation de l'événement. Mais en même temps, on retient qu'on n'a pas de raison exacte qui parle de sécurité. Ce sont nos analyses sur ce plateau. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que je vous dis que nous sommes aux côtés. Oui, donc, j'ai développé cela d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour vous dire tout simplement qu'au niveau sécuritaire, l'organisation d'un tel événement coûte beaucoup plus cher que même si le côté sécuritaire rentre dans l'organisation pratique de la chose, mais la sécurité est un fait qu'il faut prendre véritablement en compte. D'ailleurs, vous remarquerez que la Tunisie,
qui était juste après la Côte d'Ivoire, a tout de suite exigé sa réintégration en tant que pays qualifié pour cette CAN, puisque la Côte d'Ivoire refuse donc de l'organiser. Mais bon, une chose est de demander, une autre... L'Égypte a fini 3e quand même, la Tunisie du moins. La Tunisie 2e. Et donc, pour nous... je pense que le pays, en ce moment, ne pouvait se permettre d'organiser une telle CAN. Et c'est à juste titre que le gouvernement ait pris la mesure du possible en annonçant donc le retrait de la Côte d'Ivoire quant à sa volonté d'organiser une telle CAN. On sait bien que les Ivoiriens sont férus du football, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Très bien. Daouda, votre point, on termine avec Élisée. Non, très rapidement, ce que je m'aurais dit, c'est vrai qu'on pourra dire oui, problème d'argent, mais on n'a pas on ne peut pas parler de gouffre financier et autres, quand on sait qu'on a eu des retombées après. Mais pour moi, selon les infos que j'ai, c'est des questions sécuritaires. Il ne faudrait pas oublier. On va organiser une CAN bientôt. Je pense que le second sujet parle de fake news, de violence et autres. Et tout. Oui, tout à fait. Mais Christelle, il ne faudrait pas oublier que nous sommes entourés de pays qui sont enclins au terrorisme. Première chose. Deuxième chose, c'est que nous avons une élection présidentielle bientôt. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a élection présidentielle, généralement, les tensions, ça monte très vite, la situation se cristallise. Donc, à quoi ça sert d'organiser une CAN quand on sait, comme Marius le dit, tu organises la CAN U20, finalement, tu dois sécuriser, mais à côté, tu dois aussi sécuriser les biens et les personnes. Ça devient assez compliqué. Et je pense, pour ma part, c'est juste ça que je chute pour dire que je pense que le ministère des Sports a fait un choix stratégique qui est très bon pour nous. Très bien. Alors, Élisée, votre point, et puis on regarde aussi la CAN U17 qui se déroule au niveau du Maroc. La Côte d'Ivoire joue ce soir contre Mozambique. Contre la Centrafrique. La Centrafrique, pardon. Contre la Centrafrique, tous nos voeux de succès accompagnent en tout cas nos jeunes gens au Maroc. On espère qu'ils feront une bonne compétition parce qu'au bout, il y a la qualification mondiale et on souhaite vraiment qu'ils puissent se qualifier. Concernant, je veux dire, la non-participation, ou du moins l'annulation de l'organisation de la CAN U20, moi, je pense que c'est un choix, à mon avis, responsable. Il faut dire qu'on a un véritable challenge actuellement en Côte d'Ivoire et ça, personne ne peut l'ignorer, c'est l'organisation de la présidentielle, des élections. Déjà, avant d'arriver au 25 octobre, nous sommes dans un processus électoral qui est en cours et qui nécessite encore beaucoup d'attention, voilà, et beaucoup beaucoup d'attention de la part des uns et des autres. Et je crois que l'heure n'était pas vraiment encore à distraire les opinions sur, je veux dire, des matchs des compétitions footballistiques comme c'était la CAN. On sait ce que la CAN nous a procuré ici comme joie, comme il y avait des débordements et autres, on pouvait se le permettre tant qu'on était encore à environ 22 ou 21 mois de la présidentielle. Mais cette fois-ci, là, on est à 6 mois de la présidentielle. Je pense qu'il y a des risques qu'on ne peut pas se permettre de prendre actuellement. Il faut qu'on focalise nos attentions sur la présidentielle, qu'on se donne les moyens de minimiser aussi les coûts des dépenses, parce que l'élection même coûte déjà cher aussi. Et il y a un ensemble, en tout cas, d'enjeux et, je vais dire, de défis qui sont devant l'État, face auxquels l'État doit faire face. Si on peut amoindrir les charges et les dépenses à un moment donné et puis se concentrer sur l'essentiel, je pense que c'est tout ça qui a pesé dans la balance et qui a permis au pouvoir public, à nos autorités de prendre une telle décision. C'est dommage pour nos U20 qui devaient participer à la compétition mais qui ne pourront plus. Mais ce n'est pas grave, je pense que ce n'est qu'une étape. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, même sans participer à cette CAN-là, continue d'être une grande nation de football. Personne ne peut en remettre cela en cause. On aura une autre occasion encore de voir nos U20 à l'œuvre et montrer de quoi notre football est capable. Alors, justement, quand c'est comme ça, est-ce que la Côte d'Ivoire on doit payer des pénalités? Logiquement, oui. Maintenant aussi, il ne faut pas perdre de vue que l'organisation même de la CAN des U20 initialement n'était pas dévolue à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est venue un peu comme un pays en rescousse. Très bien. Voilà, et donc après ça, si donc la Côte d'Ivoire désiste au dernier moment, je pense qu'on pourrait, la Côte d'Ivoire et puis les autorités footballistiques ivoiriennes et puis la CAF pourraient bien s'entendre, en tout cas pour arriver à un compromis. Juste après, nous parlerons de cette fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux, démentie par plusieurs médias nationaux comme internationaux. Et ensuite, on parlera de la baisse du coût du carburant avec l'appel téléphonique au président de la coordination des gares routières pour voir si cela va être défalqué sur les coûts de transport. Restez avec nous, à tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Notre plateau n'a pas changé. Élisée Bouloubeu est toujours en notre compagnie, Herman Aboua, Marius Komoé, Daouda Coulibaly. Alors, le premier point de cette seconde partie fait référence à une information, une intox, qui a été donc démentie par la chaîne France 24. Et je veux le dire, une fausse publication attribuée à France 24
annonce à tort le décès du président ivoirien Alassane Ouattara. Cette publication est une manipulation graphique imitant notre compte Facebook. France 24 n'a jamais publié ces propos. Voilà, messieurs, et ensuite d'autres médias ont démenti. Tout à l'heure, on faisait un peu un checking sur la page Facebook du chef de l'État. Une publication a été faite il y a 2 heures parlant de la reprise. Élisée Bouloube, votre commentaire? C'est bien triste et bien dommage. Vous savez, je ne sais pas si vous avez certainement connaissance de ça. Il y a ce célèbre écrivain italien. Paolo Coelho? Non, Umberto Eco, qui s'appelle Umberto Eco, qui, dans ses propos, dit que depuis l'avènement des réseaux sociaux, ou du moins les réseaux sociaux, on donne la parole à des imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bas, qui aujourd'hui ont le même droit de parole à cause des réseaux sociaux qu'un prix Nobel. C'est exactement ce qu'on voit. C'est la ici. citation donc, de ce monsieur. Umberto Eco, c'est exactement l'illustration de ce qu'on voit ici. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont donné l'impression à certaines personnes de devenir, je vais dire, des Rambo, des braves qui sont derrière le clavier et qui disent tout et n'importe quoi, qui ne savent même pas l'implication de tous leurs écrits et tout ça. Mais comme le dit la loi, personne n'est censé ignorer la loi. On veut juste rappeler à toutes ces personnes-là qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il existe une loi sur la cybercriminalité et qui prend en compte la publication des fausses informations, des fausses nouvelles. Cette loi-là, qui a été prise en 2013, qui a été modifiée en 2017 et même en 2023, en son article 62, que vous permettez que je lise à l'endroit de tout le monde pour qu'ils comprennent bien, est puni de 1 mois à 10 ans d'emprisonnement ferme et de 5 millions à 20 millions de francs CFA d'amende le fait pour une personne de produire, de mettre à la disposition d'autrui ou de diffuser des données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système d'information. Il y a aussi l'article 60, est puni d'1 à 10 ans d'emprisonnement ferme et de 5 millions à 10 millions de francs CFA d'amende, le fait pour toute personne de préférer ou d'émettre toute expression outrageante, tout thème de mépris ou toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information. En français facile, on vous dit ici que désormais, là, vous êtes puni d'emprisonnement de 1 mois à 10 ans d'emprisonnement pour toute personne qui va produire ou mettre à la disposition d'autrui ou de diffuser des données de nature à troubler l'ordre public, c'est-à-dire des informations pareilles. Parce que quand vous venez donner une fausse information comme ça, voilà, mais c'est ce que je dis, une fausse information qui vient troubler l'ordre public, vous exposez à ces sanctions-là. Et donc aujourd'hui, l'univers du numérique n'est donc plus un espace de non-droit où chacun peut faire ce qu'il veut. Je crois que la PLCC vient de sortir un message pour rappeler encore l'attention des uns et des autres qu'elle est très très bien regardante. D'ailleurs, bon, je dis l'ANC maintenant parce qu'elle regroupe la PLCC et tout ce qui va avec, mais l'ANC, l'Agence nationale de systèmes informatiques, qui aujourd'hui veille sur toute cette sphère-là du numérique-là et qui veille de sorte à ce que ceux qui enfreignent la loi puissent être punis, poursuivis et punis. Donc aujourd'hui, l'Internet ou bien le numérique n'est pas un espace de non-droit. Très bien, Lisée. Herman, votre commentaire, essayons donc de regarder de façon plus large. Certes, avec ce qui s'est passé, mais allons in fine donc de façon plus large. Non, moi je pense que c'est l'intox, l'intox qui est la désinformation. C'est des informations traitées, mais pour détourner les personnes qui suivent l'actualité. Et ça devient un tox lorsque c'est pour nuire à d'autres personnes. Moi, je pense que pour des questions aussi sensibles que cela, moi, je voudrais surtout attirer l'attention de ceux qui lisent ou de ceux qui consomment ces informations-là ou qui les relaient. Moi, je crois que quand l'information est venue, je crois il y a 2 ou 3 jours, quand quelqu'un m'a emmené ça, il dit oh, c'est fake news. Parce que je sais qu'un média ne peut pas se presser comme ça à communiquer de cette façon sur le décès d'une personnalité de la trempe du président de la République. Mais deuxième chose, il faut aussi... Aujourd'hui, les médias sont souvent manipulés ainsi parce qu'eux aussi, souvent, ils prêtent les médias. Je me rappelle qu'en 2020, RFI avait annoncé, avec une série d'informations qui vérifiaient que la mort d'Abdoulaye Wade en 2020. Après, RFI a parlé d'un bug, un bug technique. Ça veut dire que ces médias-là déjà préparent ces alertes-là, quoique ces personnes-là ne soient pas forcément décédées, et qui attendent peut-être pour être très rapides
de balancer ça au moment où les personnes... donc il y a ces cas-là qui peuvent arriver. Mais dans tous les cas, pour la question de France 24 et de Jeune Afrique, finalement, ça a été démenti. Moi, je pense que c'est le lieu aussi d'interpeller les personnes qui relaient. Élisée, tout à l'heure, a rappelé la loi, les dispositions. Ouais, parce que partout où vous allez être, on peut vous interpeller un jour sur ces questions-là et autres. Ce n'est pas des questions... Si quelqu'un a envie de communiquer sur le décès d'un chef de l'État, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez prendre l'information. Daouda, votre commentaire. D'accord, merci beaucoup Christelle. Ouais. J'ai envie de parler comme un président. Chers concitoyens, chers compatriotes, je pense que nous sommes de plein pied dans la guerre informationnelle. Ne nous voilons pas la face. Parce que ce que nous avons vu hier et avant-hier concernant la mort du président de la République qui a été annoncé dans les médias, ce n'est que le début. Mais allons-y un peu plus loin. L'affaire ne commence pas maintenant. Parce que n'oubliez pas que depuis que nos chers voisins, le Burkina et le Mali et le Niger un peu plus loin, que ce pas nos voisins un peu plus loin, sont tombés sous le coup de militaires, la Russie a commencé à s'y installer. Et la propagande russe a commencé il y a très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela aurait une relation. Mais bien sûr, vous allez comprendre. Allez-y, voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, vous vous rappelez de la marche contre la vie chère du 13, pas c'est septembre ou de l'année passée en tout cas. Mais toutes les informations qui ont été diffusées sur la toile venaient des États de l'AES avec l'appui. Parce qu'il suffit juste de faire du sourcing sur les réseaux sociaux, même avec des outils informatiques, c'est possible de le faire. Mais si vous le faites même personnellement, c'est vrai que c'est fastidieux, mais vous allez voir que ça vient d'un point précis. Et dernièrement, vous n'avez pas oublié l'arrestation de l'activiste burkinabé Alino Faso. Mais allez-y lire les documents sur la question. Toute la stratégie de propagande qui a été mise en place. Parce qu'à la vérité, comment faut-il faire pour polluer en fait les prochaines élections présidentielles à venir en Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour tous nos concitoyens de comprendre qu'il faut faire attention, il faut avoir une culture aux médias. C'est très important parce que c'est la propagande pro-russe qui est tout à fait en marche, qui vont s'y mixer dans les élections. Ils l'ont déjà fait il y a très longtemps. Et cette fois-ci, l'influence est arrivée en Afrique. Comment faut-il faire maintenant pour pouvoir prendre de coups? Parce que nous sommes dans une guerre plus ou moins entre l'Occident et la Russie. Ça, c'est sûr de pratiquement tout le monde. Donc moi, je vais dire, aujourd'hui, quand j'ai vu ce texte, mais il y a des éléments basiques qu'il fallait réagir dans le texte. C'est un texte qui est sans ponctuation. Il n'y a aucune ponctuation, première chose. La deuxième chose, mais il fallait juste confronter ce que nous avons vu à ce qui est sur la page. Mais parce que derrière, il y a tout un réseau bien planifié, bien ourdi, qui est mis en place pour créer une forme de déstabilisation. Parce que, Christelle, c'est juste ça que je vais chuter. La guerre, elle n'est pas seulement avec des armes. La guerre, elle est aussi informationnelle. Et il est de notre responsabilité à tous. Parce qu'on a tendance à dire l'État, l'État, l'État. Mais nous-mêmes, toi, Christelle, Élisée, Maris Komoué ou même Herman, chacun de nous doit pouvoir éduquer quelqu'un à côté de lui pour qu'il comprenne que X ou Y information, quand il l'apprend, il faut d'abord attendre avant de la partager. Parce que sur Internet, tout n'est pas net. Très bien, Daouda. Alors, ce qui est bon, c'est que la radio-télévision burkinabé a également produit un fake, un démenti, à l'effet de dire attention, cette nouvelle qui circule est un fake. Alors, il peut y avoir, donc, comme Daouda l'a dit, assurément des réseaux qui travaillent peut-être parallèlement, mais la version officielle, c'est qu'ils ont démenti donc l'information. Marius Komoué, quel est votre regard sur cette situation et in fine des réseaux sociaux à la manipulation donc, des réseaux? C'est dommage de souvent lire ces genres de publications. J'ai pris l'habitude de regarder le fonctionnement des réseaux sociaux, d'abord en tant qu'acteur de la société civile. Moi, je suis un sachant. J'ai été moi-même organisateur de manifestations publiques dans ce pays. Les événements de 2008, sur la vie chère, 2 morts, à mon initiative.
quelqu'un me l'a même rappelé sur les réseaux sociaux. Je me suis monté sur sa publication, sur son commentaire, pour lui dire, vous n'étiez pas dans la rue pour que Marius Como devienne président. Vous étiez dans la rue pour un idéal. Donc, la lutte contre la vie chère, j'arrive. Oui, oui. La lutte contre la vie chère. Voir le rapport, en fait. Ce que je non, mais le rapport, c'est que il ne faut pas appeler les uns et les autres. C'est ce que je disais sur ce plateau à des marches, et certains l'ont interprété diversement. Rappelez-vous, par exemple, un monsieur, et moi je le dis parce que nous, on a le courage de nos opinions. Vous prenez Serge Kassi, l'artiste, reggae ivoirien. Il était en exil en France. Mais c'est ce dernier qui, sur sa page, lançait toujours des mots d'ordre de mobilisation populaire, de protestation contre le régime. Depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, vous l'entendez encore? C'est comme s'il n'existait pas. Et pourtant, quand il était en France, il était tout à fait présent sur les réseaux sociaux en appelant les Ivoiriens à descendre dans la rue, à faire ceci, à faire cela. Ils sont une multitude comme ça, hors du pays, qui appellent régulièrement des Ivoiriens à des mobilisations populaires. Mais non, c'est ce que nous disons, non. Combien d'hommes politiques ivoiriens ont perdu les leurs dans des marches en Côte d'Ivoire? Mais qui appelle justement les populations à descendre dans la rue pour des luttes politiques? Je dis bien, on peut descendre dans la rue, on peut protester contre un ordre établi, parce que tout simplement, je reviendrai tout de suite sur le sujet. Je dis ça pour circonscrire ma vision et ma pensée des choses. Oui, mais c'est bon de rester parce que là, on non, bon, j'y vais donc. Donc soyez rassurés d'une chose. Très bien, très bien. Alors, quand vous faites tout ça et que les autorités en charge de répression, de l'intoxication, de la fausse information, parce que donner de fausses informations aux populations, c'est comme si, naturellement, vous alimentez leur esprit comme on alimente l'esprit, le ventre d'un citoyen, le corps, avec la nourriture, mais vous pourrissez l'esprit des Ivoiriens avec de fausses informations. Et en ce moment, alors, vous tombez sur le coup de la loi. Élysée l'a précisé. Les publications dénuées de tout fondement et de nature à créer la psychose au sein de la population et à occasionner des troubles graves à l'ordre public sont consécutives au dit de nos textes d'une infraction pénale prévue et punie par l'article 183 du Code pénal. Ce n'est pas moi qui le dis. La AK a été plus loin en réunissant autour d'elle tous ceux qui sont des activistes, les blogueurs, les influenceurs de Côte d'Ivoire pour établir une charte. La charte est encore existante. Tous les grands influenceurs et activistes ivoiriens, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ont tous émergé. Donc quand on a fait tout ça, et puis on voit toutes ces publications totalement fausses, dénuées de tout entendement, il y a lieu naturellement de s'inquiéter. Et donc de s'interroger à quelle fin tout cela. Donc il faut mettre un terme à ces genres de pratiques qui n'honorent pas notre démocratie et qui nous ramènent toujours en arrière avec ces nombreux morts. Très bien, Herman. Rapidement, moi je pense que ce n'est pas le lieu ici de chercher à savoir, à cibler les personnes qui seraient auteurs. Non, j'ai dit que moi j'étais courageux de mes opinions. Je ne parlais pas de vous. Ah d'accord, désolé. Parce que si on tente cet exercice, on va arriver à qui profite. Laissez-moi gérer ce débat, allons-y. On va arriver à la question à qui profite cette sorte de désinformation. Moi, quand j'analyse, ça peut bien profiter aux détracteurs du pouvoir, comme ça peut aussi profiter à ceux qui sont partisans de ce pouvoir. Comment cela? Mais on est en Côte d'Ivoire. Un acteur politique, et souvent un acteur politique, quand on a envie qui est parti quelque part, on a envie de le sentir, peut-être pour tuer certains buzz, des partisans peuvent être dans leur laboratoire, lancer cela, parce que le deuil, le décès, c'est quelque chose de gravissime qui peut interpeller tout le monde sur cette information. Très bien. Et comme aussi, ceux qui sont dans le cas adverse pourraient le faire parce que certainement, c'est leur envie. Moi, je pense que ce n'est pas le lieu de chercher à savoir qui est derrière, surtout qu'on a précisé que les acteurs, les auteurs de cela seront frappés par la loi et qu'on a l'Élysée a interpellé sur cette loi-là, sur les précisions de cette loi. Mais en même temps, quand il y a une situation pareille qui interpelle tout le monde, ne faudrait-il pas remonter jusqu'à la source? Oui, mais je veux dire que ce n'est pas à nous de savoir là qui est l'auteur de cela. Parce que, comme je dis, là, quand on fait l'analyse, ça peut profiter à l'un comme à l'autre. C'est votre point de vue. On va écouter Daouda sur ce point. Merci Christelle. Je pense que
nous sommes sur ce plateau-là, c'est pour donner, comme je le dis toujours, l'information aux gens et éduquer les gens. Pour ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, je demande à chacun d'aller faire de la curation des données. Quand vous voyez des données qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez les curer. Allez dans le fond pour parler comme c'était, allez en profondeur et vous allez savoir d'où ça vient. J'ai su même aller loin, pour aller plus loin que ça même. Pendant la marche 13, on a eu les mêmes problèmes, la même problématique. Avant ça, il y a eu des fake news qui circulaient à Abidjan, des tirs nourris à Abidjan. Tous les comptes ont été répertoriés. Vous pouvez les répertorier vous-même, Christelle. Il suffit juste d'être un peu rigoureux dans son travail. On comprendrait d'où ça vient. Je n'accuse personne. Je dis, j'ai fait un travail scientifique, je l'ai poussé et je vois d'où ça vient. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'accuse personne. Voilà. Très bien. OK, merci beaucoup, messieurs. On va terminer. Est-ce que nous avons le temps, Régie, de pouvoir prendre 2, 3... On chute, très bien. Écoutez, messieurs, on va chuter et laisser la place donc à la prochaine émission. Merci de nous avoir suivis. Et je voudrais juste vous informer que le jeudi, nous aurons ici pour toute la première partie de notre temps d'antenne, M. Damana Adiapikas, qui sera avec nous à l'effet donc d'éclairer nos lanternes sur les sujets politiques de l'heure. Et puis en seconde partie, nous aurons donc d'autres invités. Merci de nous avoir suivis, messieurs. Merci. Merci d'avoir été là, Marius, Daouda, Herman, Élisée. On se retrouve demain. Excellent mois d'avril à tous et désolé du retard avec lequel nous avons commencé cette émission. Bonsoir et que Dieu nous garde.